La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. Benjamin Franklin. Aujourd'hui, l'histoire de la bière. Hérodote.net, Richard Fremder. Gambrinus habitait à Fresnes-sur-Escaut, une petite ville des Flandres. Carillonneur chez un maître verrier, il tomba amoureux de Flandrine, la fille de son maître. Malheureusement, elle n'était pas amoureuse de lui, et fou de désespoir, il se mit à mal jouer. Passablement agacé, les villageois le prièrent d'arrêter immédiatement en le rossant puis en le mettant en prison. Libéré un mois plus tard, il va tenter de se suicider, mais le diable va lui proposer un marché. Oublier Flandrine en échange de son âme 30 ans plus tard. Gambrinus accepte, s'enrichit, mais n'oublie pas pour autant la jeune fille. Il rencontre à nouveau le diable qui lui donne quelques graines de houblon pour la fabrication d'une boisson nommée bière et lui donne un carillon auquel nul ne pourra résister. Un jour, il organise une fête avec tous les habitants du village de Fresnes et bien sûr la bière et son carillon. En goûtant, tous trouvèrent cette bière amère. Il joua alors de son carillon et ils se mirent à danser tant et si bien que pour se désaltérer, ils se jetèrent sur la bière et se rendirent compte que plus on en buvait, plus elle était douce, même s'ils finirent épuisés. Il avait donc sa revanche. La boisson se fit connaître au-delà des frontières du pays et du continent. Bien sûr, à la fin de l'histoire, Flandrine et Gambrinus finirent heureux, se jouant du diable. Et lorsqu'il mourut, on trouva à sa place un tonneau de bière. Bonjour Hervé Marziou, vous êtes biérologue, c'est-à-dire que vous explorez en gros la bière dans toute sa diversité et dans tous ses états, un peu comme un œnologue en quelque sorte. Bonjour, oui, tout à fait. Dites-moi ce que je viens de raconter là avec la légende de Gambrinus. Rassurez-nous tout de suite, c'est pas comme ça que la bière est née. Oui, tout à fait. Alors là, on est tout à fait en pleine légende. Et en matière de bière, il faut faire justement très très attention quand on parle d'histoire entre ce qui est vérifié, ce qui est avancé et puis ce qui est imaginé. Alors, partout on lit que la bière a environ 12 000 ans, ce qui est quand même énorme. Comment est-ce qu'on peut le savoir sans l'écriture? Parce que finalement, la bière, ça se boit. Et donc, en gros, il n'y a pas de traces. Oui, alors tout le monde n'est pas d'accord sur cette date-là. La première trace que nous avons date de l'époque sumérienne, 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, la première civilisation qui écrit sur des tablettes d'argile. Par contre, nous avons des traces de boissons de céréales fermentées, que l'on pourrait appeler bière, et qui, par une datation carbone 14, peut, je dirais, fixer cette fabrication aux alentours de 8000 à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Alors avant de rentrer complètement et concrètement dans l'histoire de la bière, et avant même que ça s'appelle bière, je crois, il faudrait peut-être voir comment ça se fabrique, parce que évidemment ça va impacter sur l'histoire. Tout à fait. Alors là, votre question me fait très plaisir parce que j'appelle cela la recette mère. C'est-à-dire que les recettes de bière, je dirais, écrites d'une façon complète datent de Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et nous avons dans ces recettes de l'eau, des céréales et des compléments aromatiques. On ne sait pas encore que la levure existe, mais bien entendu, ces bières sont aussi fermentées par la levure. Et aujourd'hui, donc des siècles et des siècles plus tard, quand on se réunit pour créer un nouveau produit ou quand un brasseur a envie de travailler une bière, eh bien, il va avoir besoin d'eau, de céréales, d'un complément aromatique, le plus connu aujourd'hui c'est le houblon, et de levure. Donc on a une continuité, je dirais, qui est semblable à la continuité de la bière accompagne l'humanité depuis sa naissance. Vous êtes en train de me dire que la bière qu'on va boire toutes et tous au coin de la rue dans un café, c'est la même recette qu'il y a plusieurs millénaires? Non. Alors, c'est les mêmes matières premières, des matières premières donc naturelles. C'est le même procédé, la fermentation. Par contre, on a optimisé à la fois les matières premières et l'élaboration de la bière, qui fait que je vous servirai aujourd'hui une bière telle que le buvaient nos arrière-arrière-grands-pères aux alentours de 1840. Peu d'entre vous accepteraient de la goûter.
Est-ce que ça existe encore d'ailleurs? Est-ce qu'on pourrait boire des bières du 19e siècle? Oui, alors le renouveau de la brasserie, le renouveau des brasseurs régionaux, qui est un phénomène mondial et qui est particulièrement développé en France, nous permet effectivement de retrouver des bières de fermentation haute, c'est-à-dire que la fermentation se fait à température ambiante, comme avant l'invention du froid industriel, et on peut retrouver des bières, mais je pense qu'elles sont encore meilleures. Bon, on va revenir maintenant dans l'histoire, on va remonter, prendre la machine à remonter le temps et partir dans l'Antiquité, puisque finalement c'est là qu'il y a cet essor de la bière. Et quand on dit Antiquité et bière, forcément on pense à la cervoise et à ces Gaulois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'ils buvaient de la cervoise? Tout à fait. Alors, on va parler de la cervoise. Je voudrais juste dire que bien avant la cervoise, vous avez donc en Mésopotamie la bière qu'on va appeler Sikaru. On a l'Égypte avec le Zitum. On a en Grèce Zitos, qui est toujours le mot pour parler de bière. Et puis on a les Romains, qui sont des grands amateurs de vin et pour qui la bière est la boisson des barbares. Et ils vont l'appeler cérévisier, qu'on pourrait traduire par vin de la déesse Cérès. Et cette cérévisier va devenir effectivement chez les Gaulois cervoise et dans la péninsule ibérique cerveza. Et donc cette cervoise, elle est faite avec de l'eau, des céréales, des compléments aromatiques qui sont plutôt des herbes aromatiques. Par exemple, la cervoise élaborée aux alentours de Marseille était avec comme herbe aromatique du fenouil sauvage, du thym sauvage, de l'anis sauvage, en Bretagne des fleurs de bruyère. Donc on était plutôt dans... ce qui va caractériser le mot cervoise, c'est cette bière qui ne contient pas de houblon. Donc il y a déjà plusieurs recettes selon le lieu. Donc en gros, on va ramasser et on met un peu tout ce qu'on peut y trouver. Je ne suis pas sûr. Ce sont les femmes, ce sont les Gauloises qui font la bière. Elles vont la faire en fonction, je dirais, de ce qu'elles aiment, ou du moins de ce que les hommes, les hommes du clan aiment. Aussi en même temps, ce qu'elles ont autour de chez elles. Est-ce que c'est pas un peu, par rapport aux Romains qui, vous le disiez tout à l'heure, préfèrent le vin, en tout cas pour eux c'est la boisson noble, est-ce que la bière n'a pas toujours, encore aujourd'hui, on refait un saut à notre époque, on dirait que la bière a toujours aujourd'hui cette image un peu dévalorisée par rapport au vin, c'est un peu la beuverie par rapport à la noblesse? Alors, je suis pas d'accord avec vous sur la beuverie. Par contre, je suis d'accord pour dire que le vin va effectivement représenter une boisson plutôt aristocratique, alors que la bière va représenter une boisson populaire. Et je tiens à ce qu'on garde ce vocabulaire populaire en ce sens d'accessibilité. Aujourd'hui, il se consomme dans le monde un peu moins de 300 millions d'hectolitres de vin, alors qu'il se consomme plus d'1,8 milliard d'hectolitres de bière. Donc il y a cette accessibilité, je dirais, géographique, on la trouve partout, et en termes de prix. Alors, on va quitter l'Antiquité, on va remonter lentement mais sûrement au Moyen-Âge, et c'est l'arrivée du christianisme, l'essor du christianisme. Qui dit christianisme dit vigne, dit monastère, dit développement de la vigne. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une baisse de la bière ou de la cervoise? Non, alors pas du tout. La vigne va être introduite par les Romains et on va avoir au début de notre ère de grands bouleversements sur quelles sont les terres qu'on affecte à la vigne, quelles sont les terres qu'on affecte aux céréales. Mais l'histoire monarchique va au contraire nous amener des éléments très très intéressants concernant la bière. Les moines, le mot moine vient de monos en grec qui veut dire solitaire. Donc au début de la chrétienté, les moines sont plutôt ces ermites qui vivent de peu, de ce qu'on leur donne, à l'écart, etc. Et à partir du 3e, 4e siècle, les temps étant excessivement troublés, vont éprouver le besoin de se retrouver, de se réunir. Et saint Benoît de Nursie va en quelque sorte édicter des lois qui sont les lois bénédictines, dans lesquelles ils vont dire construisez des maisons fortes pour vous protéger,
trié mais travaillé. Il y a plusieurs, je ne vais pas vous donner tous les articles, mais il y a un article très intéressant pour la bière, c'est toute personne qui heurtera la porte, on ne parle pas encore d'abbaye, de votre maison forte, vous lui donnerez le gîte et le couvert. On est dans des périodes excessivement troublées. Donc, les moines vont construire des grandes granges sur lesquelles il y aura de la paille pour le gîte, et pour le couvert, ils vont avoir l'idée de leur offrir de la bière que l'on ne filtre pas et que l'on va appeler nourriture liquide. Et donc les moines, tout en ayant des vignes pour le vin et notamment le vin de messe, vont être des très très grands propagateurs de la bière, et notamment quelqu'un comme Charlemagne va prendre des capitulaires en obligeant les domaines royaux à avoir leur propre fabrique de bière. Donc on a bien on va dire, j'allais dire le mélange. On a bien les deux, donc le vin et la bière qui se côtoient à la même époque. Est-ce que le mot bière existe déjà ? Alors non, le mot bière la première trace que nous avons du mot bière en vieux français date d'un édit de Philippe III de Bourgogne en 1435. Cet édit spécie que dans le duché de Bourgogne, pour faire de la bière, il faut de l'eau, de l'orge et du houblon. Et le monopole du commerce du houblon est entre les mains du duc. Et d'ailleurs, le houblon est une des marques de la famille de Bourgogne, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs son père, Jean sans Peur, qui va créer la confrérie du houblon d'or. Qu'est-ce que c'était que cette confrérie ? Et ça regroupait... C'était une distinction qui était donnée à ceux qui savaient, je dirais, boire de la bière ou élaborer de la bonne bière. Donc on avait la même chose pour le vin également. Tout à fait. Et certainement qu'en Bourgogne, on avait également, mais excusez-moi, le biérologue ne sait pas l'homologue en vin. Mais c'est étonnant d'ailleurs que ça vienne de la Bourgogne, justement, parce que grande région du vin quand même. Oui, mais alors, vous savez, quand je prends la parole en Bourgogne, j'étonne toujours en disant, avant d'être une terre de vin, la Bourgogne était une terre entièrement de bière. On reprend les Gaulois, avant l'arrivée des Romains, on ne faisait en Bourgogne en boisson alcoolisée que de la bière. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, là, au XXIe siècle, c'est que nous avons un certain nombre de brasseurs artisanaux qui refont de la bière en Bourgogne avec de l'eau de Bourgogne. Nous avons des hectares emblavés en orge de brasserie, et actuellement, nous avons même des brasseurs qui essaient de refaire renaître des houblonnières dans la culture du houblon en Bourgogne. L'eau est très importante dans la bière ? L'eau est très très importante dans la bière. C'est d'ailleurs ce qui explique en géographie historique les grandes régions de bière. Et c'est quand on était sur de belles nappes phréatiques avec une eau particulièrement pure. Aujourd'hui, on a toujours besoin d'une eau très pure, mais on va effectivement la traiter pour avoir exactement l'eau que l'on veut. Donc pure chimiquement, pure d'odeur, avec un pH neutre et une concentration en sels minéraux exactement comme le veut notre recette. Et j'appelle cette eau au XXIe siècle eau rêve de brasseur. J'ai lu, alors vous allez peut-être m'arrêter, c'était peut-être une grosse blague sur Internet, qu'il y avait eu une expérience qui avait été tentée au Groenland pour prendre de l'eau du Groenland, des glaciers, donc qui auraient plus de 2000 ans, pour refaire une bière. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une brasserie alsacienne, la brasserie Fischer, qui était une brasserie très très innovante. Et donc une année, ils ont eu l'idée de se dire, mais est-ce que nous ne pourrions pas faire une bière avec une eau, en quelque sorte, qu'on pourra dater et puis qui sera particulièrement pure. Et donc ils ont acheté le droit de prélever donc un morceau de la banquise qu'ils ont fait fondre, et ils ont fait une bière qui avait comme nom la latitude et la longitude du lieu où on avait prélevé. Mais cette bière était la bière la plus chère du monde, et il n'y a eu qu'un brassin. Remarquez, heureusement, parce qu'entre le réchauffement climatique et les brasseurs, ça fait beaucoup pour la banquise quand même. Tout à fait.
Alors, avec l'essor des monastères, il y a peut-être une question que je voulais vous poser. Au Moyen Âge, et on revient en Bourgogne, puisque c'est l'histoire des pots de vin. On payait beaucoup en pots de vin, mais on n'a jamais vu payer en pots de bière. Est-ce que ça s'est fait quand même? Alors c'est vrai que j'ai pas connaissance. En Égypte, certains salaires étaient payés en bière. Au Moyen Âge, je n'ai pas le même exemple que les pots de vin. Ce qu'on avait, c'était la bière de Noël, par exemple, était considérée comme des étrennes. J'ai encore vu et même je dirais peut-être encore aujourd'hui, une gratification peut se faire avec une caisse de bière ou un fût de bière pour un professionnel, mais je n'ai pas connaissance de pot de bière. La bière, on reste encore un instant au Moyen-Âge, la bière c'était en gros la boisson de tous les jours pour les tout venants. Voilà, alors la bière était la boisson de tous les jours pour tout le monde, quelle que soit sa catégorie sociale. Charles Quint, par exemple, buvait beaucoup de bière. Hein, et dans tous ses déplacements, il était accompagné de brasseurs. Et il est écrit qu'il buvait 4 pintes au lever, à la fois pour se rafraîchir, parce qu'il avait un problème de mâchoire, et puis aussi parce que la bière était considérée comme une boisson saine. Il ne faut pas oublier que pour faire de la bière, on va faire bouillir pendant 2 heures notre moût, et donc sans avoir le moût, c'était une boisson qui était en quelque sorte stérilisée. Dans ces mêmes époques, Élisabeth Ière va boire, mais plutôt presque comme un médicament, va boire tous les matins une pinte de bière. Alors ces bières étaient très chargées en levure, et la levure est excellente pour la flore intestinale. Et Charles Quint et Élisabeth Ière, ils ont fini comment, énormes? Pas du tout. Pas du tout, la bière ne fait pas grossir. Si Là, vous allez en faire sauter plus d'un quand même. Hein. Certainement, mais non, la bière ne fait pas grossir si on a une bonne connaissance de son métabolisme. Alors, je vais m'expliquer. Oui, je crois que là, c'est urgent. Mesdames, écoutez bien, vous allez voir. Voilà. Je vais d'abord m'adresser aux messieurs. Très souvent, on parle de ventre de bière. Ce sont des personnes qui avaient l'habitude de boire trop de bière régulièrement, et c'est le gaz carbonique qui distendait la paroi de l'estomac. L'estomac ne reprenant pas sa position initiale, effectivement, on avait un ventre de bière qui se situait entre le sternum et la ceinture. Par contre, et là je m'adresse aux femmes, parce que c'est vrai que les diététiciens, etc. vont dire ne buvez pas de bière. Le gros problème, c'est que quand on boit de la bière, on a envie de grignoter, et très souvent on a envie de grignoter quelque chose à base de céréales, alors que nous avons une concentration de céréales pour faire la bière, et que en fonction de son métabolisme, eh bien effectivement, ces céréales accompagnées d'une boisson de céréales vont vous faire grossir. Bon, bah c'est bon à savoir, on va pouvoir boire de la bière cet été autant qu'on en veut sans manger à côté. Voilà, je suis pour les apéritifs. Alors, je suis pour les apéritifs sans grignotage. Une bière est apéritive, appréciez-la telle qu'elle. Ou si vous avez vraiment envie d'offrir quelque chose à grignoter, coupez des cubes de fromage. L'été, offrez des dips de légumes, mais n'offrez pas des petits feuilletés ou des toasts. On va avoir plein de messages sur Facebook qui vont ça va être terrifiant. D'ailleurs, je prendrai une photo de vous parce que vous n'êtes pas gros du tout. Vous êtes filiforme et je la mettrai aussi sur Facebook. Vous verrez, vous buvez de la bière vous aussi forcément. Alors moi, en moyenne, je bois 1 litre de bière actuellement. Pas par jour. Par jour, oui. Par jour. Si vous voulez, bon, je fais des expertises, donc même si en expertise, en analyse, on ne va pas boire énormément de bière, il suffit d'avoir quelques bières à expertiser et vous avez déjà bu facilement 25 centilitres ou plus. C'est très très rare que je ne suis pas accompagné, donc on va s'attendre à ce que j'offre une bière. Par exemple, à midi,
ça allait de soi que l'on commence avec une bière. Je voulais parler de bière à table. Donc, nous avons pris une bière pour accompagner le plat du jour. Et ce soir, d'abord, nous allons boire donc une bière. Et ce soir, on me demandera encore une fois. Donc, je vais dire que, vous voyez, dans la journée, j'aurais bu 4 fois un demi de bière. Et je serai à mon litre journalier. Vous avez un métier merveilleux, on va y revenir tout à l'heure quand même. Il faut dire quand même qu'on est au mois de mai à Paris qui fait presque 30 degrés et qu'une bière c'est quand même très agréable, surtout si elle est fraîche. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait brasser donc la bière. Est-ce que brasserie et brasser la bière, ça vient de là? Oui, tout à fait. Alors, l'étymologie de brasser est très, je dirais, controversée, ou en tous les cas, il y a plusieurs... Ce qui est intéressant, puisque vous m'avez interrogé tout à l'heure sur les Gaulois, pour brasser de la bière, on va prendre les grains d'orge ou d'autres céréales que l'on va faire germer et que l'on va faire sécher. Et en gaulois, en vieux français, on appelait ces graines de céréales germées, séchées, brasse. B-R-A-C-E, et donc le brassage va venir de là. Maintenant, on a d'autres historiens ou linguistes qui disent que les femmes faisaient des quantités beaucoup moins importantes que nos brasseurs aujourd'hui, et donc quelque part dans quelque chose qui pourrait ressembler à un pétrin, on avait de l'eau et donc cette céréale que l'on concassait, et elle brassait avec je dirais, un peu comme le pain, leurs mains, leurs bras, et on avait effectivement peut-être ce mot brassage. Ce qui est sûr, c'est que le mot bière vient plutôt du latin bibere, boire. Boire, ouais. Tout à fait. Les Gaulois nous ont apporté le brassage, peut-être un peu de bière, également le tonneau du coup, puisque le mot tonneau c'est un mot gaulois. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qui est effectivement peu connu. Le tonneau est inventé par les Gaulois 1000 ans avant Jésus-Christ, et c'est donc d'une invention absolument exceptionnelle, puisque on a ces douelles de bois qui sont cerclées de fer, et cela va permettre de transporter la bière en cours d'élaboration. C'est-à-dire que ce cerclage de fer va permettre à la bière de se fermenter. Donc ces tonneaux vont servir à la fois à la fermentation et au transport ou à la garde. Et on ne trouve de traces de vin en tonneaux de bois que 300 ans après Jésus-Christ. Quelle serait, si on cherchait aujourd'hui, la plus vieille bière française buvable? Laquelle serait-elle? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a des vieilles bières, ou est-ce que tout a été changé avec Pasteur, dont on va y revenir dans un instant? Tout à fait. Alors, c'est vrai que on n'a pas une continuité qui me permettrait de vous dire allez dans telle brasserie et vous allez boire une bière qui pourrait remonter à telle ou telle année. On l'a en Bavière. La plus vieille brasserie peut-être du monde est en Bavière. C'est la brasserie de Weihenstephan. Mais je ne suis pas sûr que la bière qu'on boit dans cette brasserie aujourd'hui est la bière qu'on pouvait boire, par exemple, au XVIIIe siècle. Mais quand même, ça remonte. Par contre, nous avons en France une brasserie qui n'a pas cessé de brasser. C'est la brasserie Météor à Orfelden. Depuis 1600, enfin depuis le XVIIe siècle, et il y a des documents qui disent qu'on brassait déjà à Orfelden avant l'an 1000. Par contre, je dirais les bières emblématiques de cette brasserie aujourd'hui sont des bières de fermentation basse. Et la bière de fermentation basse est née à Pilsen, aujourd'hui en Tchéquie, en 1842. Météor, Pilsen, les amateurs connaissent. Hein. C'est des mots qu'ils connaissent. Mais vous dites, si vous allez dans les brasseries, mais on ne va pas dans les brasseries, on va dans des cafés pour boire de la bière. On ne peut pas aller dans une brasserie. Oui, alors... ça, là, vous mettez le point sur un de mes combats, parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement des établissements qui s'appellent brasseries et qui n'offrent plus à leurs clients de la bière à la pression. Et c'est un autre sujet. Les brasseries, alors ce qui est très intéressant, c'est que les brasseries, c'était le lieu où l'on produisait de la bière.
Et on va retrouver des maisons de bière déjà dans l'Antiquité, quand les femmes au foyer avaient un excédent de bière, elles avaient la possibilité de le vendre. On va retrouver le premier brasseur laïque dont on a connaissance, c'est Arnoldus à Strasbourg en 1259, et ces brasseurs laïques vont avoir l'habitude d'avoir un point de vente devant leur brasserie, où on va pouvoir effectivement venir boire de la bière et acheter la bière à emporter. On va connaître ça jusqu'au début du XXe siècle. Et puis ça va être abandonné, on va avoir les brasseries. Alors, je crois que le mot brasserie pour la vente de bière à consommer à des particuliers est né à Paris avec le baron Haussmann, qui dans son architecture de nouveaux quartiers va créer ces brasseries en coin d'immeubles dans lesquels on va avoir les premières bières pression. Le tirage de bière pression naît après les années 1850, et on va donc avoir ces brasseries qui vont être exceptionnelles. Et puis vous avez également les entrepositaires de bière qui vont être appelés brasseries. Donc vous voyez que le mot brasserie est employé pour différents métiers et différents lieux. Ce qui est intéressant là en 2011, c'est que les brasseurs régionaux offrent à nouveau au pied de leur cuve, donc dans la première pièce de leurs établissements, un endroit où vous pouvez goûter leur bière et l'acheter. Vous avez dit tout à l'heure brasseurs laïcs. Il y avait d'autres brasseurs que des laïcs ? Oui, dans toute la période du Haut Moyen-Âge, il n'y aura pratiquement que de la bière faite en abbaye ou de la bière faite d'une façon domestique par les femmes au foyer. Si je prends par exemple en Germanie, les filles étaient dotées du matériel nécessaire à faire la bière. Et l'épouse de Luther était connue pour faire une excellente bière. Et puis alors, on va faire un bond dans le temps, arrive Pasteur. Et alors là, peut-être que les choses vont changer. Tout à fait. Alors, je dirais que c'est Pasteur et tout le 19e siècle. D'abord, Pasteur va faire des études sur la bière qui va nous permettre de savoir exactement ce qui se passe pendant la fermentation. Donc, je vous rappelle simplement que la fermentation, c'est le travail que font les levures. Les levures, c'est un organisme vivant qui se trouve dans l'air et qui va transformer les sucres des céréales en alcool et en gaz carbonique. Donc on disait que c'était un pouvoir divin qui transformait, que c'était... Voilà. Par contre, il va falloir attendre le 19e siècle pour savoir qu'il y a ces organismes vivants qui transforment, et véritablement Pasteur va nous faire connaître, Pasteur va nous apporter donc des éléments sur la fermentation, et puis Pasteur va nous apporter pour, je dirais, tous les aliments, mais notamment la bière, la pasteurisation. Le 19e siècle, avec l'invention de la machine à vapeur, va nous permettre de pouvoir brasser des quantités beaucoup plus importantes. Et puis, une fois que nos bouteilles seront pasteurisées, le chemin de fer va nous permettre de les transporter. Donc, on a une naissance de la brasserie industrielle à partir du 19e siècle. Et puis, la grande découverte, c'est en 1830 le froid industriel qui va nous permettre de faire ces bières que l'on appelle bières de fermentation basse. C'est une levure qui va faire ce travail de transformation à des températures inférieures à 10-12 degrés centigrades, et il faut assurer pendant la totalité de la fermentation et de la garde une température donc à basse, une température basse. Et donc cette première bière est brassée à Pilsen en 1842, et aujourd'hui 93 à 95% de la bière bue, consommée, produite est de la bière de fermentation basse. Du coup, un doute me vient là. Les bières au Moyen-Âge et avant l'ère industrielle étaient chaudes ? Oui, alors les bières, je dirais que une bière qui est faite avec une fermentation haute, c'est-à-dire à température ambiante, peut très bien être rafraîchie et servie fraîche. Mais la consommation de bière se faisait à température de cave. Et les Anglais, je dirais, les plus traditionnels des Anglais, gardent l'habitude de demander une ale à température de cave et sans mousse, puisque
avant l'invention du tirage pression, la ale, et ils se sont d'ailleurs regroupés en une association pour la réelle ale, se sert sans mousse. Mais si vous allez pas très loin, si vous allez en Belgique par exemple autour de l'abbaye d'Orval, on va vous proposer, on dit un Orval, on va vous proposer un Orval vieux à température de cave. Donc on a encore la possibilité aujourd'hui de se voir offrir une bière à température de cave. Et moi personnellement à table, je vais parfois proposer certaines sortes de bières à des températures allant, je dirais, autour de 12 degrés centigrades, ce qui fait dire à mes convives, à la première gorgée, mais elle est chaude. Quelle horreur, ça fait bizarre une bière chaude. Puisqu'on est au 19e siècle, les producteurs de vin à cette époque-là ont réussi à faire interdire l'absinthe. C'est un lobbying de ces producteurs pour concurrence déloyale en fait, parce qu'on croit tous que c'était les dangers, on a prétexté que c'était des dangers que ça apportait, en fait pas du tout. Mais comment ça se fait que la bière soit passée à côté de ce lobby ? Alors c'est vrai que l'absinthe était chère par rapport à la bière. Donc il y a eu un engouement pour l'absinthe et dans toutes les catégories sociales de l'époque, si bien que le verre de vin que l'on prenait au comptoir a été remplacé par le verre d'absinthe. Par contre, pour ceux qui buvaient leur verre de bière, eh bien, ils continuaient à boire leur verre de bière. Donc, on n'a pas eu cette guéguerre. Hein. Finalement, la bière a traversé toutes les époques avec un essor à chaque fois continu. Tout à fait. On a des bières primitives dans toutes les régions du monde, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il va falloir attendre les grands navigateurs et on va avoir des bières faites avec toutes les céréales et toutes les racines ou rhizomes qui contiennent de l'amidon. On va revenir à aujourd'hui. La bière a quand même une image, j'en parlais tout à l'heure, une image qui est quand même effectivement pas très noble. Est-ce qu'elle cherche à changer cette image-là ? Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours, et pardon, je reviens quand même aux beuveries des supporters de terrain de foot, et ça on le voit tous et on l'entend tous. On regarde un match de foot avec une bière, c'est presque l'image d'Épinal. Mais est-ce que la bière cherche à changer d'image ou pas, ou au contraire à la conserver ? Tout à fait. Alors, ça remonte quand même à un certain nombre d'années où on s'est dit qu'il fallait effectivement redorer l'image de la bière. Et si je prends je dirais ma propre évolution, ça fait depuis pas mal d'années que je reparle de la noblesse de la bière en parlant de la naturalité des matières premières, du phénomène naturel de la fermentation, etc. Je dirais que c'est vrai que nous avons l'image péjorative de personnes buvant trop de bière à laquelle il faut s'attaquer. Et quand j'essaie de donner la leçon de dégustation d'une bière, c'est effectivement se dire que le verre de bière que l'on a entre les mains, si on y attache de l'importance, il va satisfaire nos 5 sens et à partir de là, on va effectivement le regarder comme quelque chose de noble. Alors, comment est-ce qu'on boit ? On va rentrer maintenant dans le vif du sujet parce qu'on ne peut pas passer à côté. Comment est-ce qu'on boit une bière ? Est-ce qu'on doit la boire plutôt à la pression ? Est-ce qu'on doit la boire dans une canette ? Est-ce qu'on doit la boire dans une bouteille ? Dites-nous tout. Voilà. Alors là, je dirais, faites-vous plaisir. Si vous aimez boire la bière à la canette, moi je dis plutôt boîte, c'est que vous avez vos raisons. C'est le contenant qui vous donnera le plus de fraîcheur en main. Il y aura un pchit à l'ouverture qui va, je dirais, vous combler le sens de l'ouïe. Et ensuite, vous regarderez ni sa mousse ni sa couleur et vous apprécierez la bière que vous avez choisie. Vous avez des amateurs de bouteilles qui ont le plaisir d'avoir cette bouteille en verre entre les mains et de boire directement au goulot. Je dirais, encore une fois, si c'est votre cas, faites-le. Ce qui est intéressant avec la bière pression, parce que on va avoir une majorité de personnes qui vont me dire mais pourquoi la même marque de bière est meilleure à la pression ? C'est tout simplement que dans les fûts, vous avez une bière qui n'est pas pasteurisée ou flash pasteurisée et vous avez la palette aromatique de la bière qui va être beaucoup plus facilement préhensible par votre odorat. Donc même sans avoir suivi une formation à la dégustation d'un verre de bière, instinctivement, cette bière vous parle plus. Et puis c'est une bière qui a une rotation beaucoup plus rapide. La bière ne se bonifie pas en vieillissant,
sauf certaines bières de brasseurs régionaux. Et en fût, la bière va avoir une vie maximale de 3 mois. Donc entre le moment où la bière est mise en fût, la bière est transportée sur le lieu de vente et la bière est servie. Donc vous avez une bière qu'on pourrait appeler fraîche, pas dans le sens de sa fraîcheur, mais dans le sens de pas vieille, elle est très récente. Et donc cette bière va mieux mousser pas avec le système pression qu'aujourd'hui vous pouvez avoir partout. Autrefois, nous ne pouvions boire de la bière pression que dans des établissements où le débit était suffisant. Aujourd'hui, vous avez effectivement des appareils pression qui vont qui ont des fûts beaucoup moins importants, ou même à la maison sur des fûts de 5 litres, c'est-à-dire 20 demi avec une qualité de bière qui va durer 30 jours. Donc c'est quelque chose qui vous permet de boire même pas un demi par jour. Comment est-ce qu'on boit une bière? Est-ce que c'est la première gorgée, comme diraient certains, Philippe Delerme, pour pas le nommer, la première gorgée de bière? Est-ce que c'est celle-là la meilleure? Alors, c'est vrai que je rêve d'être un jour en face de Philippe Delerme pour lui dire que il n'y a pas que la première gorgée de bière qui soit la meilleure, mais c'est vrai que la première gorgée, elle est attendue. Vous êtes décidé à boire un verre de bière, vous vous installez, vous le commandez, votre bière arrive, et là, qu'est-ce que vous avez comme plaisir particulier? C'est la désaltération. La première gorgée va vous désaltérer, et c'est ce que vous attendez. Par contre, vous reposez votre verre, votre bière va prendre un tout petit peu en température et les arômes vont se développer. Et pour moi, la deuxième gorgée va être excessivement riche au niveau de l'odorat. Je repose mon verre, il reprend encore une fois 1 ou 2 degrés en température et les saveurs vont se développer. Ma troisième gorgée, je dirais, va encore être meilleure parce qu'en bouche, je vais ressentir, si vous voulez, mieux son amertume, sa pointe d'acidité et donc... Voilà, pour moi, un verre de bière va se déguster avec plaisir jusqu'au bout. Maintenant, il ne faut pas attendre trop longtemps. Je suis des fois étonné de voir des personnes qui prennent un verre de grande quantité. Personnellement, je suis plutôt favorable à renouveler son demi de bière et à le boire dans un temps qui nous permet d'apprécier la totalité de son verre de bière. Est-ce que c'est plutôt une boisson d'homme ? Non, pas du tout. C'est devenu... une boisson d'homme pour différentes raisons. Il y a eu des messages marketing qui ont dit aux femmes donnez de la bière aux hommes qui ont soif. On a eu effectivement les médecins diététiciens qui ont dit surtout aux femmes ne buvez pas de bière si vous voulez pas grossir. Mais la bière était bue d'une façon traditionnelle, je dirais aussi bien par les hommes que par les femmes. Encore aujourd'hui, les bières primitives qui sont fabriquées par exemple au Burkina Faso, au Mali, etc., sont bues en quantité égale par les hommes et par les femmes. Et on a un renouveau, alors peut-être parce qu'on a réussi enfin à redonner de la noblesse au produit, on retrouve aujourd'hui des femmes qui ne trouvent pas que ce soit péjoratif de s'installer avec une amie en bordure de terrasse et à commander 2 bières. Et vous avez cette association extraordinaire des buveuses de bière à talons aiguilles. Je ne connaissais pas, mais je vais regarder ça. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous dîniez, enfin vous mangiez avec de la bière. Ça m'a interpellé. Est-ce qu'il y a des recettes qui vont mieux que d'autres pour boire de la bière ? Alors, je dirais que nous avons derrière nous des milliards de repas qui ont été accompagnés de bière. Mais c'était la bière courante, celle qu'on avait à table, enfin chez soi, etc. Mon travail a plutôt été de chercher la meilleure alliance entre ce que l'on mange et ce que l'on boit. Alors, dans les lycées hôteliers, aux jeunes, je leur donne 3 principes. Je vais aller chercher quels sont les arômes ou les saveurs du plat que j'ai envie de développer. Et je vais aller chercher une bière qui va avoir les mêmes arômes ou les mêmes saveurs. C'est donc un premier principe de développement. On va exhauster. Deuxième principe, c'est compléter. J'ai tel arôme, j'ai telle saveur dans mon plat, je vais apporter une bière qui va compléter ces arômes ou ces saveurs. Troisième principe, opposer, mais pas pour détruire ces arômes ou ces saveurs, au contraire, pour les faire s'épanouir, c'est le principe du sucré-salé. Alors, vous avez effectivement des
plein de terroirs. Je dirais que partout où je vais, on me dit choucroute et bière, et je dis oui, c'est très très bien. Mais c'est votre joker. Pourquoi? Parce que le chou à choucroute nous apporte de l'acidité, la viande, charcuterie de porc nous apporte du sucré salé, et avec une bière d'Alsace, vous apportez l'amertume et vous satisfaisez la totalité des saveurs fondamentales du goût. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'aller chercher dans toutes les régions que vous connaissez, c'est les spécialités et se dire, mais tiens, avec du saumon fumé, qu'est-ce que je pourrais prendre? Eh bien, une belle bière ambrée qui va nous amener effectivement ce côté fumé, ce côté céréales, etc. Avec du foie gras, faites une alternative, vous avez offert un très bon Gewürztraminer, eh bien non, la prochaine fois, vous allez prendre une bière d'abbaye. Il faut une bière qui ait une palette aromatique suffisamment riche pour pouvoir faire une très très belle alliance. Et voilà, et vous allez décliner, et je dirais, si vous êtes un peu attentiste à ce que je viens de dire, faites à ce moment-là un plat à la bière, par exemple un coq à la bière, c'est quelque chose de très facile à faire. Vous faites cuire vos morceaux de coq que vous avez fait rissoler dans votre cocotte, et puis vous allez servir la même bière, et vous allez être étonné, et vos convives seront étonnés d'avoir en bouche une alliance dont ils vont se souvenir. La France est patrimoine mondial de la gastronomie. Ça me fait quand même bondir d'imaginer qu'on puisse faire des dîners à la bière ou faire... oui, c'est vrai qu'il y a la carbonate, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. C'est incroyable. Ça va quand même pas avec les desserts? Tout à fait. Alors, la bière n'est pas attendue au dessert, et pourtant. Alors, c'est peut-être parce que nous sommes aussi dans un environnement climatique qui est plutôt, je dirais, en train d'aller vers le chaud. Mais essayez de vous remettre dans l'état. Voilà, vous êtes entre amis, vous avez fait un bon repas, vous avez beaucoup bavardé, vous vous êtes échauffé, et tout d'un coup, vous avez le biérologue qui vous apporte une bière fraîche. C'est un moment alors c'est un moment de découverte, c'est un moment où on va se rafraîchir, et si cette bière est bien choisie, eh bien vous allez voir qu'elle va très très bien se marier avec le dessert. Alors, il y a une alliance qui est tout à fait parfaite, c'est gâteau au chocolat et bière brune. Là, je n'ai jamais eu une seule personne, même la personne qui me dit « Monsieur, je ne bois pas de bière à table » ou « Je n'accompagnerai pas de bière » qui ne se laisse pas aller et qui disent « C'est merveilleux ». Enfin, imaginez, on est quand même en France, on est avec des amis qui s'attendent à ce qu'on serve les meilleurs vins, les meilleurs champagnes, etc. Et on arrive avec de la bière, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais ils vont nous faire, enfin, on va se faire lyncher. Alors, je vais vous donner un exemple précis. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale des sommeliers d'Île-de-France, il y a quelques années. Le repas se faisait entièrement au vin, sauf... Mais j'étais épaulé par Philippe Forbrac, par Olivier Poussier. On avait décidé d'offrir une bière au fromage. Nous avions un château Margaux avec la viande, si bien que nous avons un certain nombre de personnes qui ont dit « Ah non, on garde les bouteilles de château Margaux ». Ça sent l'hérésie, là, quand même. Hein. Et quand ils ont vu que ceux qui acceptaient de goûter trouvaient effectivement quelque chose d'intéressant en bouche, je vous assure que la totalité de la salle a goûté. J'avais une bière d'abbaye avec un fromage du Nord, et on avait quelque chose de tout à fait merveilleux. Là, on touche un tabou qui a déjà été touché quand, par exemple, il y a 20 ans, on n'aurait jamais servi autre chose qu'un vin rouge avec un camembert. Aujourd'hui, on sait que avec certains fromages, on va plutôt prendre un vin blanc, voire même un vin blanc moelleux avec des fromages persillés. Eh bien, essayez une bière. Par contre, pas n'importe quelle bière. Prenez une bière blanche avec des fromages de chèvre frais, vous aurez un répondant sur l'acidité qui sera tout à fait intéressant. Prenez une bière rousse ou une bière ambrée qui a des arômes de foin, de fleurs séchées, avec du Cantal par exemple, et vous verrez que vous aurez quelque chose de tout à fait extraordinaire. Allez retrouver ce qu'est le vrai Gouda. Allez chez un vrai fromager, vous demandez un Gouda de 3-4 ans d'âge, vous le prenez avec une Heineken, vous redécouvrez ce qu'est le Gouda, vous redécouvrez ce qu'est Heineken. Votre métier, il n'y en a quand même pas beaucoup en France qui font ce métier-là, biérologue. Ça vient du Canada, je crois. Oui, alors, le mot, à vrai dire, le mot,
Biérologie, je l'ai entendu pour la première fois, émis par Ronnie Cooter au milieu des années 90. Si vous prenez le net, vous avez effectivement un certain nombre de personnes qui vont s'appeler biérologues au Québec, au Canada, qui sont plutôt des dégustateurs de bière. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que la biérologie soit une discipline qui va approfondir tous les domaines où la bière est concernée. Alors, il y a la dégustation, mais il y a tout ce qu'on a évoqué. L'histoire, la géographie, l'archéologie, la dégustation, l'accompagnement des plats, les recettes à la bière. Et puis, si jamais vous avez un domaine que j'ai pas évoqué, donnez-le-moi que je l'approfondisse. Je rappelle quand même que Philippe Forbrac, ça a été le meilleur sommelier du monde, donc il était en 92, et lui, il a goûté cette bière, donc. Ah, il m'accompagne, oui, oui. L'année dernière, nous étions sur les Champs-Élysées pour parler bière, et donc nous avons été en duo sur ce qu'on avait appelé la bière des champs. Merci beaucoup Hervé Marziou, merci infiniment. Je rappelle également qu'on a été très aimablement accueillis chez les Brasseurs de France, à l'Association des Brasseurs de France, un organisme fédérateur de la profession qui représente en fait l'ensemble des producteurs de bière. Merci beaucoup Hervé Marziou. C'est moi, merci de m'avoir écouté. Et à la vôtre à toutes et tous, et surtout avec modération bien sûr.